Le syndrome de Williams-Eberen est une maladie rare d'origine génétique, liée à la perte d'un petit fragment du chromosome 7, appelé microdélétion. Cette microdélétion du chromosome 7 est à l'origine de plusieurs manifestations, comprenant notamment une déficience intellectuelle, des anomalies cardiaques et vasculaires, ou encore des particularités physiques et comportementales. Une maladie rare touche moins d'une personne sur 2000. Le syndrome de Williams-Eberen est encore plus rare, puisqu'on estime qu'une personne sur 10 000 est concernée. Il touche indifféremment les garçons et les filles, quelle que soit leur origine géographique. Le syndrome de Williams-Eberen est très rarement diagnostiqué avant la naissance. En revanche, il est suspecté s'il existe un souffle cardiaque à la naissance, faisant découvrir l'atteinte cardiaque souvent caractéristique du syndrome. Puis, devant l'association d'un retard du développement psychomoteur, retard à la marche, retard de langage, un retard de croissance, des traits physiques particuliers, des troubles digestifs et parfois des troubles du comportement. Le diagnostic est plus souvent évoqué par un généticien ou aussi par un pédiatre ou un cardiopédiatre expérimenté. L'examen génétique de confirmation du diagnostic nécessite une prise de sang de l'enfant, sur laquelle on réalise une étude particulière des chromosomes, qui évalue si un fragment spécifique du chromosome 7 est manquant. Comme cette anomalie n'est habituellement pas détectable sur un karyotype standard, on réalise un test complémentaire. Le test FISH, hybridation in situ fluorescente, qui allume une petite sonde dans la région habituellement perdue. Ou une CGH-array, appelée aussi puce à ADN, qui se sert de multitudes de petites sondes réparties partout dans le génome pour mettre en évidence le fragment de chromosome manquant. Les principales caractéristiques qu'on peut retrouver dans le syndrome sont des pathologies cardiaques, rétrécissement ou sténose artérielle, le plus souvent au niveau aortique et ou pulmonaire, très caractéristique du syndrome de Williams, qui peuvent s'associer à un souffle cardiaque. Elles ne sont pas forcément présentes chez toutes les personnes atteintes. Un taux de calcium trop élevé dans les urines et le sang, hypercalciurie, hypercalcémie, notamment à la naissance ou pendant les 2 premières années de vie, un retard du développement psychomoteur, hypotonie dans la petite enfance avec des enfants décrits comme trop mous, une station assise et une marche acquise plus tardivement, difficultés de motricité fine, difficultés de repère dans le temps et l'espace, troubles visuospatiaux. Une déficience intellectuelle légère à modérée, responsable de difficultés d'apprentissage scolaire, des difficultés de concentration et une hyperactivité. Des troubles de l'alimentation, de la digestion et du sommeil, notamment dans la petite enfance. Les troubles du sommeil persistent souvent à l'adolescence et à l'âge adulte. Une croissance plus lente et parfois une puberté précoce responsable d'une taille plus petite par rapport à la population générale. Des traits physiques reconnaissables, le contour des yeux gonflés, l'iris étoilé, des joues pleines, un grand front, un profil plat, un visage allongé et mince, un nez court avec une pointe renflée, une grande bouche. Des troubles de la sociabilité. Ces personnes vont facilement vers les autres, cela pouvant d'ailleurs les mettre parfois en danger, contrastant avec des jeux et comportements solitaires. Leurs interprétations des interactions peuvent être erronées, car basées sur des analyses faussées dans le rapport à l'autre. Une ouïe très sensible, hyperacousie, de l'anxiété et de l'angoisse, pour soi ou pour les autres. Certaines facultés sont bien développées, notamment le goût pour la musique, la mémoire visuelle et auditive. Le syndrome de Williams-Eberen n'est généralement pas hérité. Il s'agit d'un accident génétique survenu avant la fécondation. Le conseil génétique est donc le plus souvent rassurant pour les parents qui souhaiteraient avoir d'autres enfants ou aussi pour les autres membres de la famille, comme par exemple la fratrie de l'enfant ou la fratrie des parents. En revanche, une personne atteinte du syndrome a un risque de 50% de transmettre la pathologie à chaque conception, puisqu'elle a un chromosome 7 porteur de la microdélétion et un qui ne l'est pas. Tous ces aspects, bien sûr, doivent être discutés lors d'une consultation de génétique.
Au moment du diagnostic, toute personne atteinte du syndrome de Williams-Séberin doit bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire. Il est donc recommandé de réaliser un examen clinique complet, comprenant un examen général, une auscultation cardiaque, la mesure de la tension artérielle, une évaluation de la croissance et du développement global. Un bilan cardiovasculaire par un cardiologue spécialiste des cardiopathies congénitales. Pour les enfants, il est recommandé que ce soit un cardiopédiatre. Un bilan ophtalmologique à la recherche de troubles de la réfraction, comme par exemple une myopie, une hypermétropie ou un astigmatisme ou d'un strabisme. Un bilan sanguin et urinaire, incluant le dosage du calcium dans le sang et dans les urines. En cas d'hypercalcémie ou d'hypercalciurie, une consultation spécialisée de néphrologie pédiatrique est indiquée, car si besoin, l'administration de vitamine D peut être déconseillée. Un bilan thyroïdien, incluant notamment un dosage de la TSH, une échographie rénale et des voies urinaires, afin d'évaluer l'éventuelle présence de malformations des reins et des voies urinaires et de dépôts de calcium, ce qu'on appelle une néphrocalcinose. Un examen Doppler est indiqué pour évaluer l'éventuelle présence de sténose des artères rénales. En fonction de l'âge, au diagnostic et de la situation individuelle du patient, il peut être recommandé de réaliser aussi d'autres examens. Un contrôle de l'audition est un suivi ORL, un bilan bucco-dentaire à la recherche de l'éventuelle présence de dents manquantes, malposition dentaire ou caries. Pour ceux qui ont été opérés du cœur, on discute d'une prophylaxie de l'endocardite, donc un traitement antibiotique pour des soins dentaires. Un bilan orthophonique et psychomoteur, incluant une évaluation neuropsychologique et comportementale. Suite au diagnostic, les patients doivent bénéficier d'un suivi multidisciplinaire. Ce suivi inclut aussi la répétition périodique de certains bilans, comme les bilans cardiovasculaires ou les examens sanguins et urinaires. Le suivi médical est adapté aux différentes tâches de la vie et peut être différent en fonction des individus. Selon les recommandations du protocole national de diagnostic et de soins, en libre accès sur le site de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Aujourd'hui, il n'existe pas de traitement pour guérir ce syndrome, mais on peut proposer des traitements pour traiter les symptômes et des rééducations pour permettre aux patients de développer toutes ses capacités. L'accompagnement global peut débuter dès l'enfance, soit dans des structures de prise en charge médico-sociale, comme les centres d'action médico-sociale précoce jusqu'à l'âge de 6 ans, puis dans des services d'éducation spéciale et de soins à domicile ou des services d'accompagnement à la vie sociale, ou encore à l'âge adulte dans des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Le suivi peut également être réalisé en libéral, soit dans l'attente d'une prise en charge en structure médico-sociale, soit si les parents y sont plus favorables. Concernant la prise en charge de rééducation, l'orthophonie peut aider à l'apprentissage du langage, la psychomotricité peut permettre d'améliorer le développement moteur et la rééducation des troubles visuospatiaux. La kinésithérapie peut permettre de favoriser l'acquisition de la position assise et de la marche et d'agir contre l'installation de raideurs articulaires. L'ergothérapie peut aider à l'apprentissage des tâches de la vie quotidienne, comme s'habiller, manipuler des objets. La psychothérapie peut aider la personne à exprimer son ressenti et maîtriser ses sentiments. La fiche Focus Handicap d'Orphanet peut être utile pour les accompagnants pour mieux comprendre le syndrome, ses retentissements et l'accompagnement à mettre en place. La scolarisation en école maternelle d'un enfant atteint du syndrome est souvent possible. Ensuite, une orientation est proposée en fonction des capacités de l'enfant, soit auprès des ULIS, unités localisées pour l'inclusion scolaire, soit en IME, institut médico-éducatif, soit une mise en place d'aide humaine accompagnant d'élèves en situation de handicap après décision de la maison départementale des personnes handicapées. Les parents peuvent faire une demande de PPS, un projet personnalisé de scolarisation pour définir et coordonner les modalités de scolarisation et les actions pédagogiques selon les besoins de l'enfant. Il est important de s'appuyer sur les facultés et les centres d'intérêt de l'enfant, sa capacité de mémorisation, son attrait pour la musique.
Des changements de structure doivent être opérés, classe ordinaire ou classe spécialisée. Il est important de les anticiper. Les structures de type IME ou institut médico-professionnel permettront à la personne de gagner en autonomie et d'envisager une orientation professionnelle en fonction de ses capacités et ses attentes. Compte tenu de l'hypersensibilité au bruit liée au syndrome, travailler dans un milieu bruyant n'est pas le plus approprié. De plus, la station debout peut être pénible pour certaines personnes. Il faut savoir que ce syndrome peut entraîner des difficultés de coordination et du maintien d'une attention soutenue. Les adultes atteints de ce syndrome qui travaillent peuvent exercer en milieu ordinaire ou protégé, selon ce qui leur convient le mieux. Le syndrome peut entraîner des difficultés relationnelles, particulièrement dans l'enfance. Le jeune enfant doit apprendre à garder une attitude relationnelle adaptée, en lien avec ses troubles de sociabilité, car cela peut le mettre en danger. Ce sont des personnes à la fois protectrices et anxieuses pour leurs proches. Le syndrome peut avoir des conséquences sur la vie familiale. Les besoins de prise en charge génèrent des préoccupations administratives importantes. De plus, elles peuvent engendrer un déménagement familial ou un aménagement de la vie professionnelle des parents. Le soutien psychologique de la famille et de la fratrie est important. Il peut notamment être proposé dans les structures médicales ou médico-sociales. Les adultes porteurs du syndrome ne sont souvent pas totalement autonomes. Certains vivent en famille, d'autres en foyer ou en établissement médico-social et peuvent être accompagnés par un SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale, ou un SAMSA, service d'accompagnement médico-social aux adultes handicapés. La succession doit être anticipée pour protéger à la fois les parents et les enfants. Les personnes touchées par le syndrome de Williams-Séberen peuvent bénéficier de l'affection de longue durée et ainsi être exonérées du ticket modérateur qui sera pris en charge à 100%. La demande de cette mesure doit être adressée par un médecin auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Les maisons départementales des personnes handicapées évaluent les besoins des personnes handicapées, instruisent les dossiers de demande et assurent le suivi et la mise en œuvre des décisions de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Une demande auprès des MDPH peut permettre l'accès à des droits, notamment en termes de compensation. Carte mobilité inclusion, allocation d'éducation de l'enfant handicapé, allocation aux adultes handicapés, la prestation de compensation du handicap et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. D'autres aides peuvent également être attribuées par la caisse d'allocation familiale, comme l'allocation journalière de présence parentale. Des assistantes sociales de proximité, de l'hôpital ou des structures médico-sociales, comme les CAMS, les CESAD, peuvent aider les familles dans les démarches d'accès aux droits, de mise en place de mesures de protection juridique, comme la curatelle ou la tutelle. Les associations de personnes concernées par ce syndrome sont également un lieu d'échange et de soutien entre les familles. En France, il en existe deux. L'association Autour des Williams et la fédération Williams France. Chacune a créé des documents, des plaquettes, un guide de suivi médical à la disposition des familles pour les accompagner dans leur parcours.